y a eu une période, il y a quelques années, où j'essayais de m'intégrer dans le monde des rencontres, mais je n'avais pas le temps pour ces sorties traditionnelles. Étant un professionnel dans le monde des affaires, je me suis directement tourné vers différentes applications et services de rencontres. Celle qui me réussissait le mieux, c'était Tinder. J'obtenais au moins un match par jour. Beaucoup semblaient jeunes et pas très sérieux. Donc il était facile d'écarter les rendez-vous qui auraient probablement été une perte de temps. Puis, j'ai matché avec Kayla. C'était lors de ma première semaine sur Tinder. Et honnêtement, elle était le match le plus attirant que j'avais eu jusqu'à présent. Son profil était simple, les photos étaient décontractées. Alors j'étais curieux de la rencontrer. Je l'ai contactée, on a échangé quelques messages et nous avons rapidement convenu de nous retrouver pour dîner le soir suivant. Tout s'est passé assez vite. Mais comme j'étais nouveau dans le monde des rencontres en ligne, j'ai supposé que tout avançait un peu plus vite dans ce format. Je suis arrivé un peu en avance au restaurant, je ne voulais pas commencer la soirée du mauvais pied en arrivant en retard, surtout pour un premier rendez-vous. Que ce soit une rencontre amoureuse ou une réunion d'affaires, la ponctualité est un critère décisif. Le temps a passé et elle n'est jamais apparue. L'heure officielle de notre rendez-vous est arrivée, puis est passée, et toujours aucun signe d'elle. Je ne me suis pas trop inquiété. J'ai pensé que c'était peut-être à cause de la circulation ou quelque chose du genre. Finalement, mon téléphone a sonné et j'ai vu que j'avais reçu un message. C'était Kayla qui disait qu'elle était déjà là. J'ai regardé autour de la salle principale, mais je n'ai vu personne qui lui ressemblait. Peu à peu, à travers la foule, j'ai vu quelqu'un s'approcher de ma table. Une femme. Je l'ai regardée de haut en bas, avant de fixer son visage, et j'ai réalisé que c'était elle, la personne que j'étais censé rencontrer. Inutile de le dire, mais cette personne ne ressemblait en rien à ces photos. Et c'est d'accord, je ne suis pas là pour juger chaque personne que je rencontre. J'ai simplement considéré que c'était une perte, et j'ai décidé de voir comment la soirée allait se dérouler. Partager un repas avec une inconnue. Qui sait, elle pourrait être drôle, intéressante, ou même un contact professionnel. On ne sait jamais qui on peut rencontrer. Je vais faire une brève description juste pour vous donner une idée. Sur ces photos, cette femme paraissait petite, mince, avec de longs cheveux noirs et épais. Quand elle est arrivée pour le dîner, elle portait plusieurs couches de vêtements à volants, un pantalon sale et déchiré, des sandales, et elle avait le crâne rasé. Et je ne parle pas d'une simple coupe courte. Elle avait de petites bosses et des coupures, dues à un récent passage de lame. C'était beaucoup, et honnêtement, j'étais curieux de savoir qui était vraiment la personne assise en face de moi. La conversation la plus naturelle que nous avons eue portait sur la façon dont nous avions atterri sur Tinder. J'ai parlé un peu de moi, expliquant que j'étais un professionnel dans les affaires, en train de lancer ma propre entreprise, donc je n'avais pas le temps de fréquenter des bars ou de chercher des gens dans des cercles sociaux. Trouver quelqu'un en ligne avait du sens pour mon style de vie. La situation de Kayla était un peu différente. Elle a expliqué qu'elle venait de sortir d'une relation à long terme, mais que ce n'était pas aussi simple. « Oh, je suis désolé », ai-je dit. « Qu'est-ce qui a causé la rupture ?» « Eh bien, sa copine a découvert qu'il était marié », m'a-t-elle répondu. « Sa copine ?» ai-je demandé. J'avais sûrement mal entendu quelque chose, non ? « Oui, nous étions dans une relation polyamoureuse depuis 4 ans, » a-t-elle expliqué. Je trouve les relations ouvertes plus satisfaisantes et gratifiantes. Mais après que la vérité a éclaté, j'ai été assez brisé. Tout commençait à faire sens. Son apparence était comme un mécanisme de défense, probablement pour repousser l'attention que son apparence précédente avait attirée. Elle était sur Tinder, comme une forme de thérapie, essayant de surmonter cette rupture complètement folle. Malgré tout, je n'étais pas intéressé. Mais je n'allais pas être impoli non plus. Il était clair que cette personne traversait une mauvaise passe et avait des problèmes. Je veux dire, ce type pouvait avoir plusieurs copines, mais une femme en plus. Là, c'était franchir une ligne. Ça n'avait aucun sens pour moi, mais qu'est-ce que j'en savais? Je suis un peu vieux jeu sur ce point. À ce moment-là, j'avais ouvert une boîte de Pandore. Kayla a continué à parler longuement de cette relation et de son ancien amant.
Et je ne mens pas en disant qu'elle n'a pas arrêté de parler pendant 30 minutes d'affilée, sans interruption et sans qu'on le lui demande. Encore une preuve pour moi que je n'étais pas vraiment intéressé. Quoi qu'il en soit, je suis resté assis et j'ai écouté du mieux que j'ai pu. À la fin, ma curiosité a pris le dessus et je lui ai demandé si je pouvais voir une photo d'elle et des autres personnes impliquées dans la relation. Elle a rapidement sorti son téléphone et m'a montré une image en quelques secondes. Elle et l'autre femme semblaient modérément normales, bien plus que ce que Kayla avait l'air à ce moment-là, en face de moi. Le type, en revanche, devait avoir au moins 60 ans. Kayla avait 30, peut-être 35 ans tout au plus. Je lui ai doucement demandé son âge et elle m'a répondu qu'elle avait seulement 50 ans. Juste qu'elle menait un style de vie difficile ou quelque chose comme ça. Il ne faisait aucun doute que ce type aurait pu être son père. Mais encore une fois, je n'étais pas vraiment intéressé, donc je n'ai pas laissé ça me perturber. Le repas s'est terminé et je penchais pour rentrer chez moi. Le drame, le mystère de qui était cette personne ne m'intéressait plus. Toute l'affaire, c'était que je ne voulais pas la laisser en plan ni lui, donner de faux espoirs. Je sentais que cela aurait plus de conséquences pour moi que pour quiconque. Qui sait de quoi elle aurait été capable dans son état mental? Je voulais juste être clair et totalement honnête, avant que nous prenions des chemins séparés ce soir-là. Je lui ai expliqué que j'avais passé un bon moment, que c'était une rencontre amusante, mais que maintenant j'avais besoin de rentrer chez moi et que je ne la recontacterais pas. Ce n'était rien de personnel. Je ne voulais simplement pas chercher quoi que ce soit d'autre à l'avenir, et j'espérais qu'elle comprendrait. Je lui ai aussi expliqué que je paierais le dîner. Toute la soirée avait été mon idée, et je lui ai souhaité le meilleur dans la relation qu'elle cherchait à l'avenir. Elle semblait comprendre ce que je disais, hochant la tête aux moments appropriés. Mais elle avait une sorte d'expression vide sur le visage. Après avoir payé l'addition, j'ai commandé un Uber et je me suis excusé du restaurant. Je suis d'abord allé aux toilettes, car mon trajet de retour pouvait être imprévisible un vendredi soir. Et je suis aussi un peu maniaque avec le fait de me laver les mains. Une fois terminé, je suis sorti et j'ai attendu ma voiture. En attendant, je me suis plongé dans mon téléphone. Je voulais oublier complètement ce rendez-vous. J'ai consulté mes applications, mes emails, et j'ai vu les minutes défiler dans le coin de l'écran de mon téléphone. C'est alors que j'ai remarqué que quelqu'un se tenait près de moi, juste à côté de mon épaule. Si j'avais tendu le bras, j'aurais touché son torse. Je me suis retourné pour voir Kayla simplement debout là, à moins de 2,5 cm de moi, avec un sourire étrange et glaçant dans l'obscurité. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé assez fermement. Comme je l'ai dit, je ne voulais plus être mêlé à tout ça. Et je ne voulais certainement pas que quoi que ce soit de cette soirée vienne chez moi. « Je ne sais pas, » dit-elle d'une voix bizarre. On aurait presque dit qu'elle essayait d'être séduisante ou quelque chose comme ça. « Je rentre chez moi. Merci d'être venu ce soir. C'est tout ce que j'ai dit. »« Alors, où est-ce que je vais ?» demanda-t-elle. Je l'ai compris littéralement. Elle essayait de me séduire. J'ai mis mes doigts ensemble devant mon visage. Puis je les ai écartés lentement en disant « Moi, je vais chez moi. Et toi, tu vas là où tu habites. On va dans des endroits différents. C'est un adieu. » À ce moment-là, mon Uber est arrivé, que j'ai salué rapidement. À peine assis, j'ai dit au chauffeur d'accélérer et de m'emmener loin de là. Derrière nous, Kayla regardait simplement la voiture jusqu'à ce que nous disparaissions de sa vue. Je n'ai reçu ni message ni appel, rien, juste un agréable et silencieux trajet de retour à la maison, où j'ai fermé la porte à clé derrière moi et me suis endormi immédiatement. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de la sonnette qui retentissait encore et encore. Vers 7 heures, les samedis étaient très précieux pour moi, surtout à cette époque. Donc s'il y avait quelqu'un dehors aussitôt, c'était forcément important. Je prévoyais de dormir tard ce matin-là, alors la personne devait vraiment avoir besoin de moi. J'ai vérifié ma caméra Ring et, pour mon horreur absolue, j'ai vu Kayla me fixer. Littéralement, elle transperçait l'objectif de son regard. Je suis resté un moment dans l'incrédulité la plus totale, me demandant comment diable elle avait pu me retrouver. Puis j'ai compris.
Comme je l'avais mentionné, je lançais ma propre entreprise à ce moment-là. Ma maison était techniquement aussi mon bureau. Elle figurait même comme adresse de mon entreprise sur mon site web officiel. Kayla avait dû faire des recherches toute la nuit en utilisant mon nom complet, et elle avait finalement trouvé certaines de mes informations personnelles. Je me suis ressaisi aussi vite que possible, et j'ai décidé de mettre un plan d'action en place. Je devais faire partir cette fille, mais je n'avais aucune intention d'interagir avec elle. J'ai regardé l'application sur mon téléphone et j'ai décidé de le faire depuis l'intérieur de ma maison. « Bonjour, je peux vous aider ?» ai-je demandé via l'interphone de la porte. Elle a alors littéralement explosé contre moi à travers la caméra Ring, et je parle d'une explosion totale, de la tête aux pieds. Elle a commencé par une ligne ininterrompue de questions, mais cela s'est transformé peu à peu en une avalanche d'insultes et de grossièretés. Kayla semblait presque baver de rage quand elle a enfin repris son souffle. Tout ça parce que je l'avais laissé là sans lui envoyer de message. Toutes ces choses habituelles des personnes un peu trop collantes. Je lui ai rappelé que j'avais été très clair. Lors du rendez-vous, je n'avais aucun désir de la revoir. Je ne comprenais donc pas ce qui se passait. Elle est devenue encore plus furieuse après ça. Et elle a fini par commencer à frapper sa tête contre le mur près de ma caméra. Au début, je ne comprenais pas ce qu'elle faisait, mais j'ai vite réalisé qu'elle pourrait peut-être se tuer ou se blesser si elle continuait. L'extérieur de ma porte d'entrée est entièrement en briques, donc il suffirait de quelques coups bien placés. Quelle erreur j'ai faite en ouvrant la porte. Dès que je l'ai ouverte, elle s'est retournée et s'est jetée sur moi en hurlant comme une folle. Je l'ai repoussée et forcée à sortir sur le perron, puis j'ai refermé la porte derrière moi. Elle était couverte de sang car son front s'était ouvert et saignait abondamment. « Je vais te tuer !» a-t-elle crié. « Je vais appeler la police !» ai-je hurlé en retour. À ce moment-là, elle a crié de nouveau, puis elle a dit ces mots. « Je vais ruiner ta vie !» Et elle est partie furieuse dans la rue. Je ne peux pas exprimer à quel point j'étais soulagé de la voir. Tourner le dos et enfin s'éloigner. J'ai coupé la transmission et j'ai fait de mon mieux pour oublier toute cette histoire. Ce qui s'est avéré plutôt facile, car je ne l'ai plus jamais revue. J'avance rapidement d'un mois ou deux. Je rencontre une autre fille qui est super gentille. Cette fois, je vais un peu plus lentement. Je parle un peu avec elle en ligne avant de planifier un vrai rendez-vous. Elle se présente, et il s'avère qu'elle est réelle. Plus que ça, cette femme était tellement incroyable qu'elle est devenue ma femme 1 an plus tard. C'est là que Kayla revient dans l'histoire. Ma femme et moi vivions ensemble depuis 1 an, mariés depuis presque 6 mois maintenant, et je n'avais pas vu Kayla depuis plus de 2 ans. Elle n'était même plus un souvenir à ce stade. J'étais passé à des choses bien plus grandes et meilleures. Mon entreprise avait plutôt bien marché, j'avais déménagé dans un vrai immeuble de bureau de l'autre côté de la ville, et mon salaire me mettait sur la voie pour fonder une famille un jour. Un jour, je reçois un appel de ma femme. Elle est furieuse. Elle ne crie pas vraiment au téléphone, mais je peux dire, à la façon dont elle parle, qu'elle n'est pas contente. Elle me dit qu'il y a une femme à la porte qui prétend être ma petite amie. Un nœud s'est formé dans mon estomac pendant que j'essayais de comprendre de qui elle pouvait bien parler. Aucune excuse ne pourrait me sortir de là. Le problème, c'est que je ne savais pas de qui elle parlait. Et je n'avais aucun souvenir de Kayla. Je lui ai expliqué de mon côté que je ne savais pas ce qui se passait. Ce à quoi ma femme a répondu, « Eh bien, elle est debout devant la porte d'entrée. Pourquoi tu ne regardes pas sur l'application de la caméra ?» C'est à ce moment-là que tout m'est revenu, le matin, où j'avais parlé avec Kayla, via la sonnette connectée. « Oh, oui, je crois que je sais ce qui se passe. » Ai-je dit. Quoi qu'il arrive, ne laisse surtout pas cette femme entrer dans la maison. Elle est très dangereuse. Ah, elle va me dire quelque chose que je ne veux pas entendre? Mais non, ce n'est pas un jeu ou quoi que ce soit. Cette femme est folle et potentiellement dangereuse. Elle s'est déjà présentée chez moi, mais je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Ça fait plus de 2 ans. J'étais honnête. Et après un moment, ma femme a commencé à me croire. L'agressivité avait quitté sa voix, et elle a commencé à écouter ce que je lui expliquais. J'ai même ouvert l'application Ring, et effectivement, c'était Kayla.
sauf qu'elle avait un peu changé. Elle avait pris un peu de poids, ses cheveux avaient poussé, mais elle n'avait toujours pas l'air bien. Elle ne semblait pas normale. Quand j'ai montré ça à ma femme, elle m'a vraiment cru. Heureusement, j'ai quitté le travail et ma femme a appelé la police. Nous sommes tous arrivés chez moi en même temps. Kila était toujours là. Quand elle m'a vu arriver avec les policiers, elle n'a plus voulu parler. Elle voulait seulement fuir, ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Et les policiers l'ont attrapée. Elle n'a pas eu de gros ennuis juridiques, mais on a obtenu une ordonnance restrictive contre elle. J'ai raconté toute l'histoire à ma femme, qui était Kayla, et comment elle avait su où nous vivions. Tout est resté dans le passé. Mais parfois, je me demande ce qui aurait pu se passer si ma femme lui avait ouvert la porte. Son cri « Je vais te tuer » résonne encore dans ma tête de temps en temps. Il y a quelques années, j'étais dans une période de va-et-vient entre plusieurs relations, utilisant les applications de rencontres comme si c'était les meilleures choses du monde. Je ne cherchais rien de sérieux à ce moment-là, mais au fond de moi, je savais que je serais prête à envisager quelque chose de plus, si je rencontrais la bonne personne. Pour que tu saches. Je suis une femme, et à l'époque, j'étais très investi dans la scène des fêtes. Un jour, j'ai fini par rencontrer ce gars via une appli ou une autre. Il s'appelait Kevin, super audacieux, avec de longs cheveux, des tatouages, des piercings, une casquette plate. Je sais, beaucoup d'entre vous pensent sûrement que Kevin est un pseudonyme. Un peu cliché, c'est ce que je ai pensé aussi jusqu'à ce qu'il me montre son permis de conduire. Le nom légal de ce mec, c'était Kevin. Aussi fou que ça puisse paraître. Lui et moi nous entendions bien. On a tous les deux expliqué qu'on ne cherchait rien de sérieux. On voulait juste de la compagnie pour les bons moments. Quelqu'un de familier sans que les choses deviennent trop sérieuses, mais ça n'a pas duré longtemps. Nous avons passé presque toutes les nuits et tous les week-ends ensemble, à nous amuser dans différents bars et fêtes pendant environ 5 semaines d'affilée. On couchait ensemble et on gardait les choses simples. Rien de fou ni de constant. On se voyait généralement juste pour ça, parce qu'on n'était pas sérieux. Je n'ai jamais supprimé les applications de rencontres de mon téléphone. En fait, je les utilisais presque tous les jours. Appelle ça de la curiosité, appelle ça comme tu veux. Je pense que j'étais juste une fille avec un gros cas de FOMO, peur de rater quelque chose. J'étais plutôt heureuse de traîner avec Kevin. Il me faisait rire. J'aimais faire la fête à chaque heure libre que j'avais. Mais je voulais aussi voir ce que le monde avait d'autre à offrir. Je ne cherchais pas activement à rencontrer quelqu'un d'autre, mais j'avais quelques matchs ici et là qui me gardaient intéressé. Quelques semaines plus tard, Kevin commence à aller à l'encontre de ce qu'il avait dit. Les choses devenaient sérieuses. Je le savais, mais je suppose que ça ne me dérangeait pas. Ce mec était dingue, toujours partant pour tout, et il avait juste une façon de rendre les choses fun à un autre niveau. C'était enivrant pour quelqu'un comme moi, toujours prêt à faire des bêtises et à aller un pas plus loin. Ce qui me dérangeait, c'était qu'il ne posait jamais de questions, il supposait. J'ai toujours été une fille indépendante, et être entraînée dans une relation sans mon consentement me paraissait étrange. Je crois que pour toutes ces raisons, j'ai continué à garder mes options d'évasion ouvertes. J'utilisais encore Tinder, Snapchat, et je sortais même parfois seul dans un bar près de mon appartement, quand j'avais envie de sortir seul. Quoi qu'il en soit, tu vois le tableau. Je me laissais simplement porter. Il a commencé à venir plus souvent, à m'écrire plus, et parfois il suggérait même qu'on reste à la maison à se saouler au lieu d'aller au bar à whisky le plus proche. Mes amis m'ont demandé où était Kevin, et je leur ai dit la vérité. Qu'il restait à la maison ou un truc du genre. Nous sommes arrivés au centre-ville et avons commencé à faire le tour des bars. La rue était pleine de monde et de DJ, avec 4 ou 5 bars de chaque côté, toutes les portes ouvertes, les gens entrant et sortant. 1 ou 2 heures plus tard, je prends quelques verres avec mes copines, et un type arrive en courant en disant que Kevin me cherche. C'est tout ce que j'ai pu dire. J'ai eu une montée d'adrénaline à l'idée qu'il devait se sentir mieux. Kevin est dans la rue, il te cherche. Il est énervé. Voilà tout ce que mon pote a dit. Ce n'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Mon excitation s'est rapidement transformée en nervosité.
Pourquoi serait-il énervé? J'ai essayé de réfléchir, mais rien ne me venait. J'ai pris un autre verre et je suis sorti. Dès que j'ai mis le pied dehors, j'ai entendu des cris et une sacrée agitation. J'ai regardé autour de moi et il était là, littéralement debout, au milieu de la rue, sur le point de se battre avec 3 autres types. Ça, c'était jusqu'à ce qu'il me voie. Kevin a levé un doigt, m'a pointé du doigt et m'a fait signe de venir vers lui. « Sors de la rue! Qu'est-ce que tu fais » ai-je crié. Il a juste secoué la tête. Il avait monté un spectacle. J'ai couru vers lui, et c'est à ce moment-là qu'il est vraiment sorti de la rue, pour remonter sur le trottoir. Les autres types avec qui il se battait sont simplement partis. Ils avaient presque l'air soulagés que Kevin soit maintenant distrait. Ce n'était pas un gars très costaud ni rien, mais il était tatoué, mince et assez grand. Au premier regard, il avait l'air d'un mec avec qui on ne voulait pas avoir d'embrouille. « Qu'est-ce que tu fais ?» m'a-t-il demandé. Je me souviens avoir été tellement surprise que je pouvais à peine parler. « Qu'est-ce que je fais? Et toi, bordel, qu'est-ce que tu fais? »« Tu as annulé, alors je suis juste sorti, » ai-je dit. « T'es avec qui ici ?» a-t-il continué. « Ah, c'est Gelsun, avec le groupe habituel. C'est quoi ce cirque ?» ai-je exigé. « C'est de la folie. C'est toi qui as annulé, pas moi. » Il s'est léché les lèvres, puis a secoué la tête. Je savais qu'il allait perdre les pédales. J'avais passé assez de temps avec lui pour voir ça venir à 1,5 kilomètre. Mais ça ne s'est pas produit, pas tout de suite. Il bouillonnait de rage, mais il se contentait de faire les 100 pas, serrant et desserrant les poings encore et encore. Puis il a commencé à parler tout seul un peu, et il est simplement parti en marchant. J'ai essayé de le suivre, mais il marchait vite, et il y avait trop de monde sur le chemin. Alors je l'ai laissé partir. Il avait besoin de se calmer de toute façon. Je suis retourné à la fête. Mais mes amies ont commencé à agir un peu bizarrement après ça. Elles n'arrêtaient pas de demander si tout allait bien. Je ne voulais même pas penser à lui ni à cette situation. Si j'avais joué avec quelqu'un ou fait quelque chose de mal, ok, j'aurais compris. Mais j'étais innocente de A à Z. Je n'allais pas être accusée de quelque chose que je n'avais jamais fait. Kevin pouvait aller taper des cailloux toute la nuit pour ce que j'en avais à faire. Et c'est ce qu'il a fait pendant un bon moment. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui, pas un mot. C'était seulement 4 ou 5 jours. Mais ça paraissait long, considérant à quel point on était toujours ensemble avant. J'ai fait un petit reset. Chez moi, j'ai arrêté la drogue et l'alcool pendant un moment, avant de revenir aux fêtes. Pendant que j'étais à la maison, entre 2 shifts, j'ai naturellement rouvert les applis de rencontre. J'ai fini par matcher avec quelques mecs, mais l'un d'eux m'intéressait plus que les autres. Il s'appelait Marcos. D'après ses photos et sa description, il était carrément mon style. Un peu comme Kevin sur certains aspects, tatouage, drogue, toutes ces choses audacieuses. On a échangé quelques messages, mais rien de sérieux. Ce qui, au final, était peut-être une bonne chose, parce que devine qui a refait surface le 5e jour? Kevin. Il est venu chez moi comme si de rien n'était. C'était étrange, mais en même temps typique pour nous. Au début, on passait juste du temps ensemble de façon décontractée, sans faire de plan. Puis il a recommencé à m'écrire, et c'est là qu'il m'a demandé ce qui se passait entre nous. J'ai dit la même chose que d'habitude. Je suppose que rien de trop sérieux. On profite juste du voyage, non? Il a dit que ça lui allait. Il ne voulait rien de trop engagé, et il espérait que ça ne me dérangeait pas s'il continuait à utiliser ses applis et ses réseaux sociaux. Je lui ai dit que bien sûr que non, mais je n'ai pas mentionné mon propre usage de ces applis. Il vaut mieux faire de petites concessions qui fonctionnent sur une base moyenne? Non. Donc on a continué, enfin, plus ou moins. On a recommencé à sortir faire la fête, à se saouler et à coucher ensemble. Mais au fond de moi, je continuais à repenser à cette explosion bizarre lors de la fête. Il m'avait montré un côté de lui que je n'aimais vraiment pas. Alors, j'ai décidé de garder cette issue de secours à portée de main. Et cette issue, c'était Marcos et les applis de rencontre. J'ai gardé quelques gars en ligne au cas où j'aurais besoin de m'échapper et de disparaître dans un nouveau cercle de personnes,
Je sais que ce n'est ni sain ni intelligent. Mais Kevin était en réalité un inconnu que j'avais rencontré via les applis. Ce n'est pas comme si je l'avais connu toute ma vie, ou quoi que ce soit. Les choses ont continué à s'intensifier sur les deux fronts. On sortait plus, on se saoulait plus. Et je parlais avec Marcos de manière plus sérieuse. Enfin, je veux dire, des messages. Mais tous nos échanges se faisaient via l'appli. À un moment donné, il m'a décrit en détail ce qu'il voulait qu'on fasse, comment, où et quand. C'était torride. Exactement le genre de choses que j'aime entendre. Alors j'ai cédé. Je me suis laissé aller. Je lui ai envoyé tout ce qu'il voulait entendre. J'ai passé une nuit à envoyer des messages à un mec comme je ne l'avais pas fait depuis le lycée. C'était nostalgique et mal, mais je m'amusais énormément. C'est là que tout a commencé à changer. Je n'ai plus eu de nouvelles de personne. Plus aucun message de Kevin, ni de Marcos, ni même d'autres gars avec qui j'avais matché. Silence total. J'ai trouvé ça étrange, mais j'ai laissé passer, pensant à un simple bug de l'appli. Qui sait, mais au fond de moi, je m'inquiétais que Kevin ait découvert d'une manière ou d'une autre que je parlais avec Marcos, qu'il l'ait cherché et qu'il ait encore causé des problèmes. Un soir, je suis resté chez moi, j'ai envoyé quelques messages. Rien en retour. Un signal d'alarme s'est allumé dans ma tête. Alors j'ai dit que j'apparaîtrais pour quiconque me répondrait. Jusqu'à ce moment-là, je resterais chez moi. Aucune réponse. Mais comme j'avais lancé le défi, j'ai décidé de rester tranquille à la maison jusqu'à entendre quelque chose. Un peu après 22 ou 23 heures, je me suis endormi sur le canapé. Quand je me suis réveillé, j'ai cru que ma maison était en feu. Je sentais de la fumée venant de quelque part. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu qu'une de mes mains était attachée au canapé. Littéralement, quelqu'un avait découpé un trou dans le tissu, passé une corde et m'avait attaché le poignet avec « Nain ». « Qu'est-ce que tu fais, bordel ?» a dit une voix. C'était Kevin. J'ai levé les yeux et j'ai vu la braise d'une cigarette qu'il était en train de fumer. Derrière lui, sur l'horloge du four, il était 2h01. « Nain. Qu'est-ce que tu fais, bordel ?» ai-je répondu. Je m'occupe d'un problème, a-t-il expliqué. Tu sais que tu es devenu un problème pour moi maintenant ? Mon esprit s'est mis à tourner à toute vitesse. Mon cœur battait fort. C'était pire qu'un cauchemar. Kevin était violent, dangereux, imprévisible. Un vrai criminel. Et maintenant, il me tenait en otage chez moi. Mon téléphone était sur la table basse, hors de portée. Car j'étais attaché au dossier du canapé. C'est de la folie, ai-je dit. C'est toi, la folle, a répondu Kevin. À qui tu parles? De Guessou, quelle importance? On était d'accord tous les deux pour ne pas être sérieux, ai-je dit. Non, ça ne va pas du tout, ce que tu fais. À qui tu parles, ce bordel? A-t-il répété. Mais il n'y avait aucune émotion dans ses yeux. Pas de vie. Je voyais qu'il était bien au-delà d'un simple pétage de plomb. Kevin était totalement hors de contrôle. Mon téléphone est juste là. Vérifie si tu veux, ai-je dit. Mais avant même de répondre, il a saisi une canette de bière qui était sur la table basse à côté de lui et me l'a lancée en plein visage. La bière a explosé sur mon nez et mes yeux et la canette m'a frappé à la bouche. La violence soudaine m'a tellement surprise que j'ai éclaté en sanglots. J'avais clairement été trop loin et voilà les conséquences. Parle-moi de Marcos, a-t-il dit en croisant les jambes. Il dégageait maintenant une énergie terriblement condescendante. C'était exactement ce que je pensais. Il avait découvert l'autre gars, et il était jaloux à en crever. Ce n'est personne. Y ai-je commencé? On a juste commencé à parler sur Tinder. En plus, t'as dit toi-même que tu continuais à utiliser les applis de rencontre. Non, mais je m'étais oublié. J'étais en train de parler à un fou, à quelqu'un qui n'avait absolument aucun lien avec la réalité. Aucun raisonnement ne pouvait atteindre un type comme ça, je le savais. J'ai fait tout ce que j'ai pu, et je me suis contenté de pleurer en le suppliant de me laisser partir. Je peux dire honnêtement que c'était l'un des moments les plus terrifiants et déprimants de ma vie. Je me suis fait une promesse. Si je sortais vivante de là, je changerais. Kevin a continué à dire qu'il commencerait à m'éteindre ses cigarettes dessus si je ne parlais pas.
Alors j'ai cédé. J'ai commencé à parler, à tout raconter, qu'on s'était rencontrés sur Tinder, qu'on avait matché, et qu'on avait juste commencé à s'envoyer des messages. J'ai tout dit, depuis notre premier match, comment on s'était parlé, à quelle fréquence, tout. Kevin m'écoutait comme s'il avait déjà eu toute la conversation avec le mec. J'ai commencé à m'inquiéter qu'ils soient tous les deux dans le coup. Et s'ils ne l'étaient pas, j'étais préoccupé par le fait que Marcos soit peut-être déjà mort. Quelque part dans ma maison, chaque fois que je donnais une réponse à moitié vraie, Kevin me lançait des objets, me versait de la bière ou utilisait ce qu'il avait sous la main, jusqu'à ce que je confesse exactement ce qu'il voulait entendre. « Ah, qu'est-ce que tu as préféré ?» demanda-t-il. Je suis entré dans les détails. Toute la discussion salace, toutes les photos. Je ne me suis pas retenu. À ce stade, être honnête était la seule façon d'éviter les coups. En plus, je voulais lui mettre les nerfs à vif. Peut-être même l'énerver encore plus. C'était ma seule manière de me défendre à ce moment-là. Il a simplement souri. « Tu n'as toujours pas compris, n'est-ce pas ?» dit-il. Je suis restée silencieuse, tirant discrètement sur la corde attachée à mon poignet. « Ah, il n'y a aucun Marcos, idiote. Je l'ai inventé pour voir si tu avais un peu de loyauté. Et tu as échoué à ce test, dit-il en se levant. Je me suis recroquevillé autant que je pouvais, m'attendant à la raclée imminente qu'il allait sûrement me donner. Mais elle n'est jamais venue. Quand j'ai rouvert les yeux, il mettait sa veste et se dirigeait vers la porte. « Tu vas me détacher ?» ai-je demandé. Il a regardé par-dessus son épaule, a réfléchi un instant, puis a dit « Nan, t'as beaucoup à méditer. Et si je change d'avis, je peux revenir ici et foutre le feu à ce putain de trou. Bonne vie, Juliette. » Et avec ça, Kevin est sorti de ma vie pour toujours. J'ai simplement pleuré, pleuré sans arrêt, caressant mon visage meurtri et vérifiant mes dents. Il m'avait frappé plus fort que je ne le pensais, et à mesure que l'adrénaline disparaissait, tout commençait à enfler et à faire mal. Mon poignet était sur le point de saigner à cause de toute la friction. Je ne l'ai ni vu ni entendu pendant des mois après ça. Comme je l'ai dit, je m'étais fait une promesse, me reprendre en main, et quitter la scène des fêtes et redonner un sens à ma vie. J'ai pris ça très au sérieux. Je me suis concentré sur moi-même, sur mon travail et sur d'anciens passe-temps comme la lecture et la fabrication de savon. Le chemin vers la normalité fut long, mais je l'ai parcouru. Un jour, j'ai revu Kevin, à l'angle d'une rue, parlant tout seul et errant sans but. Au début, j'ai cru qu'il attendait que le feu passe au vert, ou quelque chose comme ça pour traverser, mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Quand j'ai commencé à passer en voiture près de lui, j'ai eu peur qu'il me voie et panique. Mais nous avons littéralement croisé nos regards et il n'a rien fait. C'est là que j'ai compris qu'il était complètement fou. Probablement sans abri maintenant. J'avais été en couple avec un type au bord de la schizophrénie totale, et je ne le savais même pas. Voici l'autre partie folle. Quelques mois après tout ça, environ 1 an après notre relation, le visage de Kevin est apparu dans les infos locales. Il avait tué un homme dans un squat à cause d'un différend lié à de la drogue ou de l'argent, quelque chose comme ça. Il avait été capturé 1 semaine plus tard, alors qu'il était en cavale. Ce fut une semaine très émotionnelle pour moi. J'ai réellement eu le sentiment que je ne devrais même pas être en vie. L'histoire, c'était à peu près ça. Kevin avait apparemment mis la main sur une arme, très probablement volée dans un véhicule non sécurisé quelque part au centre-ville. À partir de là, il est allé cambrioler une épicerie alcoolisée, puis il s'est réfugié dans le squat pour fuir la rue et, évidemment, pour dépenser l'argent. Il y a eu une dispute immédiate lorsque les dealers ont compris que Kevin débarquait. Ils entendaient littéralement les sirènes. Ils ont refusé de lui vendre, lui ont dit de dégager de la maison. En réponse, Kevin a sorti l'arme et a tiré 3 balles dans la poitrine du type. Ensuite, il a pillé la maison de toutes ses drogues et s'est enfui à pied dans la rue, avant d'être intercepté dans une ruelle et rapidement arrêté. Sa photo continue de hanter mes Benzotinon. Cauchemar jusqu'à aujourd'hui. Salut. J'espère que ce récit te trouve en bonne santé. Après avoir écouté la dernière histoire à propos d'une application de rencontre, j'ai su que je devais partager la mienne pour la prochaine. Alors voilà,
L'été dernier a été ma dernière expérience sur Tinder. Et je suis devenu encore plus reclus que je ne l'étais déjà. Je suis un mec célibataire depuis toujours, un peu introverti. Et honnêtement, je n'ai tout simplement pas de talent charmant à apporter à un rendez-vous potentiel. J'ai compris tout cela à peu près à l'époque du lycée. J'ai simplement relégué la romance au second plan et me suis concentré davantage sur les choses que j'aimais, le sport, les jeux vidéo, traîner avec mes amis. Bref, tout ce qu'il y a de normal pour un gars ordinaire. Mais en grandissant, de nouvelles options ont commencé à apparaître, surtout sous forme d'applications de rencontres et de réseaux sociaux. À 23 ans, j'étais plus que prêt à avoir un peu de compagnie, ou peu importe. Comment tu veux appeler ça? Je me suis inscrit sur Tinder et j'ai commencé à faire ce que tout le monde y fait. Mentir, sans vergogne, publier mes meilleures photos, mettre en avant des faits intéressants et montrer une facette de moi dont je n'étais même pas sûr qu'elle existait vraiment. J'ai eu quelques matchs, quelques conversations, mais rien ne semblait vraiment avancer. Après 2 mois, j'avais eu quelques matchs et j'avais passé un peu de temps à flirter, juste pour essayer de comprendre comment tout cela fonctionnait, en quelque sorte. Je considérais mes premières connexions comme un entraînement, car elles ne semblaient pas vraiment intéressées à se rencontrer en personne. Alors, j'en profitais pour travailler mon jeu et mes compétences en conversation. Honnêtement, ça marchait plus ou moins. Et puis, j'ai matché avec Rebecca. C'était une fille spectaculaire. Tatouage, lèvres pulpeuses, maquillage excessif et un corps incroyable de la tête aux pieds. Du moins, c'est ce que montrait sa photo. On a matché et elle m'a envoyé un message peu après. Elle était pressée de me rencontrer et a proposé un bar, littéralement le soir même. Mais je ne me sentais pas assez courageux pour un rendez-vous avec si peu de préavis. Je lui ai dit que j'étais occupé. J'ai inventé une excuse stylée et j'ai proposé quelque chose plus tard, dans la semaine. Elle a accepté et a continué à discuter, me posant toutes sortes de questions. J'étais excité. Je n'avais jamais eu une conversation comme ça auparavant. On a échangé régulièrement pendant 2 jours, jusqu'à ce qu'elle propose à nouveau qu'on se voie. Cette fois, j'étais prêt et j'ai accepté. Mais je ne voulais pas faire la tournée des bars ou ce genre de choses. J'ai suggéré qu'on dîne, puis qu'on prenne un verre ensuite, juste pour équilibrer les choses. Elle a trouvé l'idée géniale et a mentionné un restaurant tout près. Une trattoria italienne en briques avec plein de fenêtres. Ce détail sera important plus tard. On a fixé le rendez-vous pour le vendredi soir et j'ai tout organisé de mon côté. Quoi porter? Comment m'y rendre? J'ai même consulté le menu en ligne et choisi ce que j'allais commander pour ne pas perdre de temps au resto. Je voulais que tout se passe aussi bien que possible. J'ai donc mis l'effort que je jugeais raisonnable. Le vendredi est arrivé et mon plan s'est mis en place. Une voiture est venue me chercher et m'a emmené au restaurant où une réservation avait été faite au nom de Rebecca. Je suis arrivé, j'ai pris la table et je me suis installé pour attendre mon rendez-vous. Je pensais qu'elle allait arriver juste après moi. Mais après un moment, je me suis rendu compte que j'étais peut-être un peu en avance. J'allais devoir attendre. Je ne voulais pas avoir l'air bizarre ou commencer à transpirer à force de trop réfléchir. Alors j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à swiper, comme n'importe quel gars normal. Après 10 minutes, un serveur est venu me demander si tout allait bien avec la table. Je lui ai dit que j'attendais mon rendez-vous, qu'elle arriverait bientôt. Il m'a demandé si je voulais une boisson. J'avais complètement oublié que c'était une option. J'ai commandé une bière, une spéciale locale à la pression. Et je suis retourné à mon téléphone. Ma bière est arrivée et j'en ai bu quelques gorgées. Puis j'ai senti mon téléphone vibrer. C'était Tinder. Rebecca avait enfin répondu avec un message. Elle expliquait qu'elle allait être un peu en retard. Je lui ai dit que ce n'était pas un problème, que la table était prête et que tout allait bien. Son message suivant disait « Et cette bière, elle est comment ?» m'a accompagné d'un petit clin d'œil. J'ai souri. C'était étrange qu'elle sache que j'étais en train de boire une bière. Je lui ai dit qu'elle était super et je lui ai demandé comment elle le savait. Sa réponse fut une photo de moi, assis à la même table, avec une expression désagréable sur le visage.
J'ai failli me lever et courir hors du restaurant. Quelque chose de bizarre se passait, et visiblement, j'étais déjà plongé jusqu'au cou. Surprise, tu t'es fait avoir, mon pote. T'es prêt pour la pire nuit de ta vie, gros lard. J'ai senti une sueur froide envahir mon corps. Qu'est-ce qui se passait, bon sang? J'avais la nausée à cause de l'angoisse. Je ne pouvais que demander « Pourquoi ?» Tout ce qu'il disait me terrifiait. J'ai juste attendu assis là, cherchant un moyen de m'échapper. C'est alors qu'ils ont commencé à me lancer des défis, jeter mon verre, vide de bière de l'autre côté de la salle, renverser la table entière, hurler à plein poumon, enlever mes vêtements. Tu vois le genre. Je regardais mon téléphone avec horreur pendant que ces suggestions apparaissaient, les unes après les autres. Le serveur est revenu avec une autre bière et m'a dit de garder la tête haute, qu'elle allait arriver d'un moment à l'autre. Il était très gentil, mais il ne savait pas que cette fille n'existait même pas. C'était un petit cercle de gens qui piégeaient des losers comme moi pour nous faire danser pour leur amusement. J'avais déjà vu des trucs comme ça sur le net, mais jamais je n'aurais pensé que ça pourrait m'arriver. J'avais pourtant été prudent lors de nos premiers échanges. Je me suis souvenu de sa première proposition d'aller dans un bar ce soir-là, et j'ai imaginé les ennuis que j'aurais pu avoir si j'y étais allé. J'ai pris une gorgée de bière et j'ai retourné mon téléphone. Il fallait que je parte, mais proprement. Ces types ne savaient pas où j'habitais. Je ne leur avais pas donné mon numéro. Je pouvais donc fuir le resto et leur échapper pour de bon. Il me suffisait de les bloquer. Il ne me manquait qu'un plan. J'ai regardé ma bière, et soudain j'ai eu une idée. J'ai pris une grande gorgée, reposé mon téléphone face contre table, et j'ai répondu « Très bien, je ferai ce qu'il faut pour m'en sortir. Jouons le jeu. Parfait, gros lard. Maintenant, lève-toi et dis à tout le restaurant que t'es un gros lard. » J'y ai pensé une seconde. C'était en fait un bon test. Il y avait beaucoup de gens dans le bâtiment, donc n'importe lequel d'entre eux pouvait faire partie de cette farce. Je me suis levé, mais j'ai seulement bougé les lèvres en murmurant « Je suis un gros lard », sans le dire à haute voix. J'ai essayé de bouger ma poitrine et mes bras comme si je parlais vraiment. Puis je me suis rassis. Beau spectacle, gros, c'est l'esprit. Maintenant, mets-toi à quatre pattes et marche comme un chien. Je n'étais pas prêt à faire un truc aussi dingue. Alors j'ai répliqué « Et si j'aboyais très fort à la place ?»« D'accord » ont-ils répondu. J'ai recommencé à faire de la pantomime silencieuse. En fait, ça marchait, ce qui m'a donné de l'espoir que ces types n'étaient pas aussi malins qu'ils le pensaient. D'ailleurs, pour être clair, je ne suis même pas si gros. Je voulais juste clarifier ça. Je ne sais même pas pourquoi ces gens m'ont appelé gros, mais bon, ils m'ont encore testé avec quelques autres trucs avant de me demander à nouveau de faire quelque chose de dingue. Pendant tout ce temps, je sirotais ma bière. J'ai regardé vers le bas, je l'ai fini, et ensuite je leur ai dit « D'accord. Mais d'abord, j'ai besoin d'aller aux toilettes. » J'ai reçu beaucoup de moqueries, mais au final ils ont répondu « Ok, mais dépêche-toi. On pourrait t'attendre dehors si tu fais quelque chose de stupide. » Je suis allé directement aux toilettes, et j'ai vu mon ami le serveur entre les tables. En passant, je lui ai donné 40 $ en liquide, et je lui ai dit rapidement « Hey, il y a eu un changement de programme. Elle ne viendra pas. Je vais rester pour une autre bière. Tu peux la laisser sur ma table. » Il a accepté et est retourné au bar. Cela allait vraiment donner l'impression que j'allais revenir. Ensuite, j'ai réservé une voiture pendant que je me cachais dans les toilettes. Je savais qu'il ne pouvait pas me voir là-dedans, mais dehors, presque tous les murs du restaurant étaient de grandes stupides fenêtres. Ils avaient vraiment bien planifié la situation. Je dois l'admettre. En me cachant dans la cabine, j'ai failli rire. C'était comme une scène sortie d'un film d'horreur. Qui diable a le temps de faire ça? Plus tard, j'ai découvert que sur plusieurs forums de cyberharcèlement, ce genre de choses arrive assez régulièrement. C'est juste que c'est tellement embarrassant que personne n'en parle. J'ai reçu la notification de la voiture, en même temps qu'un message du catfish. Ou devrais-je dire, les pêcheurs. Peu importe. Ils m'ont demandé pourquoi je mettais autant de temps. Je leur ai dit qu'il y avait la queue aux urinoirs et que j'étais en route. Ils ont répondu « Ok » et ont dit qu'une grande bière bien fraîche
m'attendait sur la table et qu'il voulait que je me la verse sur la tête. Je suis sorti des toilettes. J'ai traversé la salle principale en me couvrant littéralement le visage. Puis je suis sorti dans la rue. Seulement pour découvrir qu'il n'y avait aucune voiture qui m'attendait. J'étais en pleine vue et je savais que ces types pouvaient me voir. Mon téléphone s'est mis à vibrer avec des notifications Tinder, mais je ne les ai même pas regardées. C'était ma seule chance de fuir. Et heureusement, cette petite Prius est finalement apparue au coin de la rue et j'ai littéralement couru vers elle. J'ai ouvert la portière, effrayé le pauvre conducteur, puis je lui ai expliqué partiellement ma situation, que j'étais bien la personne qui avait fait la commande et que j'avais juste besoin de rentrer chez moi. On a pris la route et j'ai ouvert mon téléphone pour bloquer le compte de Rebecca et supprimer complètement Tinder. Mais après l'avoir fait, j'ai juste regardé derrière moi. Je pouvais voir deux types avec des capuches debout devant le restaurant, en train de fixer la voiture. On a tourné au coin de la rue et ils ont commencé à me faire signe. Je leur ai juste montré mon majeur et j'ai regardé droit devant. Je n'ai plus jamais utilisé d'appli de rencontre après tout ça. Honnêtement, je suis juste retourné à ma vie solitaire. C'était l'une des choses les plus effrayantes et étranges qui me soient arrivées. Je voulais partager cette histoire avec vous. J'espère que tout le monde s'amusera avec cette décision stupide et solitaire que j'ai prise et que vous ne ferez jamais la même erreur. Profitez bien les uns des autres là dehors et soyez sympas. Ne tombez pas dans le jeu des pêcheurs. Je suis très anti-appli de rencontre maintenant. Mais j'imagine que c'est parce que je suis biaisé par l'expérience cauchemardesque que j'ai eue avec Tinder. Je n'ai rencontré que 3 personnes via Tinder au total. Les 2 premières expériences n'étaient rien de spécial. Aucune des filles ne m'a vraiment plu et il n'y a pas eu de second rendez-vous. Mais comparé à la 3e rencontre, waouh! Les 2 premières étaient carrément formidables. J'ai matché avec une fille brune nommée Fabiana. Elle avait 4 photos, 3 d'entre elles où elle posait seule dans ce qui semblait être son jardin, et la 4e devant un étang. À ce moment-là, je n'ai pas vu comme un signal d'alarme qu'elle était seule sur toutes ces photos. Honnêtement, pourquoi l'aurais-je fait? Mais elle était plutôt attirante, du moins selon mes critères. Alors j'ai commencé à lui parler, et on en est arrivé au point où elle m'a demandé ce que je faisais ce soir-là. Quand j'ai dit rien, elle m'a demandé si elle pouvait venir traîner un peu. Sachant que ma chambre et la maison de mes parents sont au sous-sol. Avec une entrée séparée, ça pouvait bien fonctionner. On a convenu d'1 heure à laquelle elle viendrait. Quand l'heure est arrivée, elle m'a envoyé un message, littéralement juste quand elle était dehors. Ponctuel, pour ne pas dire plus. Je l'ai laissée entrer par la porte latérale du sous-sol et on est descendu. J'ai essayé de faire en sorte que le moment de l'accueil ne soit pas gênant. Mais dès le début, elle m'a semblé bizarre. Ses réponses étaient courtes. Son rire était étrange. Quand on s'est assis sur mon lit et que je lui ai demandé comment avait été le trajet, elle s'est mise à rire comme si je n'avais même pas posé de questions. Juste un rire, comme si elle avait entendu une blague. Et pendant qu'elle riait, elle me regardait droit dans les yeux bien écarquillés. C'était gênant et je savais déjà que je ne me connecterais pas avec cette fille. Je voulais qu'elle parte le plus vite possible. J'ai mis la télé en fond sonore, histoire de combler le silence, et j'ai fait semblant de rire à ce qui passait à l'écran. Mais elle ne regardait jamais la télé, elle me fixait tout le temps. J'ai réussi à écourter rapidement la visite en faisant semblant d'avoir reçu un message disant que je devais aller travailler tôt le lendemain, et en insinuant que j'avais besoin d'aller me coucher. Elle ne semblait pas vouloir partir. C'était extrêmement gênant. Mais j'ai réussi à la faire sortir par la porte du sous-sol. Une fois qu'elle est enfin partie, je me suis demandé qu'est-ce qui vient de se passer. Il ne s'était même pas écoulé 5 minutes après son départ qu'elle m'a envoyé un message texte. « Tu es sûr que tu dois aller dormir ?» Je passais un bon moment. J'ai lu le message et j'ai bloqué son numéro. C'était fait. Je suis allé me coucher. 1 heure plus tard, je me suis réveillé au milieu de la nuit, comme cela m'arrive souvent. Je suis un dormeur léger, c'est vraiment agaçant. Me réveiller au hasard n'a rien d'inhabituel pour moi. Instinctivement, j'ai cherché mon téléphone pour voir l'heure, mais il n'était pas à sa place habituelle.
sur l'étagère de chargement, et je me souvenais à 100% l'y avoir posé. Je me suis levé et j'ai commencé à chercher mon téléphone. J'ai allumé la bande de LED, rouge, fixée au mur à côté de mon lit, pour éclairer un peu la pièce. Mais je ne le trouvais pas. Et je suis du genre à m'énerver jusqu'à ce que je retrouve ce que je cherche. Je suis monté à l'étage pour prendre le téléphone fixe et appeler mon propre numéro. Quand j'ai composé mon numéro, je l'ai entendu sonner, depuis la buanderie, pièce de la chaudière, qui était reliée à ma chambre. J'y suis entré, et là, mon téléphone était posé sur la machine à laver, la faisant vibrer à chaque sonnerie. Je savais que c'était étrange, parce que je n'avais pas fait de lessive ce soir-là, et je ne me souvenais même pas y être entré. J'ai pris mon téléphone, et j'ai vu une série de nouveaux messages venant d'un numéro inconnu. J'ai ouvert les messages, et il y avait 2 photos. Des photos de moi, en train de dormir. Au-dessus des images, 2 textes. Bien joué de m'avoir bloqué. Et le deuxième disait « Bloque ta porte la prochaine fois ». C'est là que j'ai réalisé à quel point j'avais été idiot. J'étais tellement pressé de la faire, sortir de ma chambre, que je n'avais même pas verrouillé la porte en partant. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais j'ai senti que je n'étais pas seul dans la pièce. J'ai senti une autre présence, et j'ai eu l'impression qu'elle était peut-être cachée derrière la chaudière, dans le coin le plus sombre de la pièce. Mais je n'ai pas été vérifié. Je suis remonté pour appeler mes parents et contacter la police. Puisque la fille avait été assez stupide, ou folle, pour laisser une empreinte digitale, la retrouver et porter plainte contre elle a été facile. Son nom n'était même pas Fabiana. Son vrai nom était Sylvina. Les accusations portées contre elle étaient violation de domicile et harcèlement. Bien sûr, j'ai obtenu une ordonnance restrictive et je n'ai plus jamais eu de nouvelles de cette fille. J'ai testé toutes les principales applications de rencontres et je n'ai jamais eu beaucoup de chance avec elle. Un ami m'a dit qu'il avait du succès sur une appli appelée Hot or Not. Alors j'ai essayé. Dès le début, je recevais beaucoup plus de likes, même si c'était de filles qui, honnêtement, ne m'attiraient pas du tout. Pourtant, dans ma première série de glissements gratuits, j'ai eu un match avec une jolie blonde nommée Jennifer. Je vous épargnerai les détails de notre conversation, mais c'était excitant. C'était l'un de ces rares matchs où la fille était attirante et très réceptive à mes messages. Elle semblait vraiment aimer discuter avec moi. Nous sommes rapidement passés sur Snapchat. Je lui ai demandé son numéro, mais elle a dit qu'elle préférait parler sur Snapchat. Ça me convenait, je l'ai ajouté, et elle m'a accepté en retour. Son score Snapchat était bas, moins de 1000, ce qui m'a immédiatement rendu méfiant et agacé, car ça semblait trop beau pour être vrai. Comme je le pensais, elle m'a envoyé un message, et je lui ai répondu directement en lui demandant de m'envoyer un selfie, juste par précaution. Je lui ai dit qu'il y avait beaucoup de faux profils qui circulaient, donc je ne pouvais pas être trop prudent. Elle a ouvert le message tout de suite, mais n'a pas répondu. Pendant 1 minute, je me suis dit qu'elle allait sûrement bloquer mon compte. Mais à ma surprise, j'ai reçu une notification. Jennifer vous a envoyé un snap. J'ai ouvert le snap. Et c'était bien la même fille blonde que sur les photos. Je n'étais pas encore totalement convaincu. Je lui ai donc demandé de me faire un pouce en l'air ou un signe de paix. Elle a ouvert le chat. J'attendais de voir si elle allait me bloquer cette fois. Mais elle n'a pas répondu pendant quelques minutes. Finalement, elle a envoyé un autre snap. Je l'ai ouvert. Et c'était la moitié de son visage en train de sourire, tenant un signe de paix. Ça m'a suffi. Je lui ai envoyé un snap en retour, puis nous avons échangé des messages pendant un moment. Finalement, nous avons prévu de nous voir. Elle m'a invité chez elle, de l'autre côté de la ville. Pas très loin. Elle a dit qu'elle était seule à la maison, donc que ce ne serait pas un problème. Elle m'a donné une adresse précise. J'ai remarqué qu'elle avait activé sa carte Snap. Alors j'ai vérifié pour m'assurer que l'adresse correspondait à sa localisation sur la carte. Et ça semblait correct. Je lui ai dit que j'arriverais dans quelques minutes. Je me suis changé, mis des vêtements décents, et j'ai mis un peu de parfum. Je me suis coiffé et je suis monté dans la voiture pour y aller. Je me souviens avoir pensé que j'avais peut-être exagéré avec l'eau de Cologne. Elle m'a envoyé un snap pendant que je conduisais pour me demander si j'étais en route. Je lui ai dit que oui,
Elle a lu le message immédiatement, mais n'a pas répondu. Je suis arrivé à la maison, le numéro 22 était clairement écrit à côté de la porte. Je lui ai envoyé un message pour dire que j'étais là, mais elle n'a pas ouvert le Snap. Alors j'ai décidé d'aller sonner à la porte. Il n'y avait pas de voiture dans l'allée, et la pelouse semblait ne pas avoir été tondue depuis plusieurs semaines. J'ai sonné, mais elle n'a pas répondu. J'ai donc commencé à frapper plus fort. Quand elle ne répondait toujours pas, je suis retourné sur Snap et j'ai essayé de l'appeler via l'application, mais ça sonnait sans réponse. Est-ce qu'on s'était moqué de moi? Soudain, j'ai entendu une femme me crier quelque chose depuis l'autre côté de la rue. Pour une raison inconnue, j'ai d'abord cru que c'était Jennifer. Puis je me suis rendu compte que c'était une femme plus âgée qui me criait « Excusez-moi, que faites-vous » Je me suis approché de la rue et je lui ai répondu que j'attendais quelqu'un. Elle m'a dit, à voix plus basse maintenant que nous étions plus proches, que je m'étais trompé de maison, que personne ne vivait là. Je lui ai demandé l'adresse de cette maison, et l'adresse qu'elle m'a donnée correspondait exactement à celle que Jennifer m'avait donnée. Je l'ai remerciée et je suis remonté dans la voiture. J'ai essayé d'envoyer un dernier message à Jennifer, mais elle m'avait bloqué. J'ai eu l'impression de m'être fait avoir. Elle m'a aussi supprimé de Hot or Not. Heureusement, j'avais pris des captures d'écran de son profil avant, parce que je les avais envoyées à un de mes amis avant de conduire jusqu'à la maison. Une fois rentré chez moi, j'ai envoyé les captures d'écran dans notre groupe d'amis. On est environ 8 pour demander si quelqu'un la connaissait. Un de mes amis, Derek, a dit que c'était Lara, une fille décédée d'une overdose d'héroïne il y a 2 ans. Quand il a dit ça, un autre ami du groupe a confirmé qu'il avait raison. J'ai eu la chair de poule parce que les snaps que j'avais reçus étaient D, une fille qui correspondait parfaitement à cette Lara. J'ai raconté ça à mes amis et ils ont pensé soit que j'étais fou, soit que la situation était complètement dingue. Mais sans aucun doute, la fille des snaps, c'était Lara. Comment c'est possible? Je n'en ai aucune idée. Mais la question la plus importante est « Pourquoi m'a-t-on envoyé à cette maison ?» Je ne peux même pas l'imaginer. Au lycée, j'étais dans une grande classe de terminale, donc je n'ai pas vraiment eu l'occasion de connaître beaucoup de mes camarades personnellement. Mais à l'université, avec les applis de rencontres, j'ai pu faire des matchs et parler un peu avec plusieurs filles avec qui je n'avais jamais échangé au lycée. J'utilisais mon appli préférée quand j'ai matché avec une fille appelée Maria. Elle était dans ma promo au lycée. Je la suivais déjà sur Instagram et Snapchat, mais je ne l'avais jamais vraiment connue. Je lui ai envoyé le premier message pour lui demander comment elle allait. On a beaucoup parlé du lycée, de combien c'était drôle qu'on n'ait jamais vraiment discuté ou eu de cours ensemble. Elle a dit qu'on devrait se voir ce soir-là. Je lui ai demandé si elle voulait qu'on se retrouve quelque part, pour boire un verre ou manger quelque chose, mais elle a dit que ça lui allait de venir. Directement chez moi si c'était bon pour moi. Franchement, ça m'a plu encore plus. Je lui ai dit oui, elle m'a demandé si mes parents étaient à la maison. J'ai répondu que non, juste ma sœur. Puis je lui ai donné mon adresse. Elle a dit qu'elle me préviendrait quand elle serait en route. Ensuite, je n'avais plus qu'à attendre. J'ai attendu et attendu la notification disant que Maria m'avait envoyé un nouveau message. Plus d'1 heure est passée. J'ai envoyé un message de relance sur Tinder, mais elle n'a pas répondu. Quelques minutes plus tard, j'ai regardé sa page Instagram et j'ai vu qu'elle avait posté une story. Il y a quelques minutes. C'était un mème, elle m'ignorait. J'ai ensuite regardé sa story sur Snapchat, postée il y a moins d'1 demi-heure. Apparemment, elle était avec une amie, une autre fille de notre lycée. Je ne comprenais pas si elle venait ou pas. J'ai commenté sa story en lui demandant si elle venait toujours. Elle a ouvert le message quelques minutes plus tard et a répondu « De quoi tu parles ?» J'ai répété la question et j'ai ajouté une référence à la conversation sur l'appli. Elle a répondu « Je n'ai pas cette appli, envoie-moi le profil. » Alors je l'ai fait. Et elle m'a tout de suite dit que c'était un imposteur et qu'il fallait le signaler. Je l'ai signalé, et je pense que Tinder a automatiquement supprimé le profil juste après. Mais ce qui m'inquiétait, ce n'était pas qu'une personne utilise les photos de cette fille. Ce qui m'inquiétait,
C'était que quelqu'un ait mon adresse et sache que mes parents n'étaient pas à la maison. Je commençais à me sentir un peu plus détendu. Et c'est justement quand ma garde était baissée que c'est arrivé. Un cri horrifiant est venu de la chambre de ma petite sœur. J'ai bondi du canapé pour courir vers sa chambre. Elle ouvrait la porte, juste au moment où j'arrivais, et on s'est retrouvés face à face. Elle avait une expression de terreur sur le visage, comme si elle avait vu un démon. Elle a crié qu'il y avait quelqu'un dehors, à sa fenêtre. Je n'en revenais pas. Elle s'est précipitée à l'étage. Pendant que j'allais à sa fenêtre pour vérifier, il n'y avait plus personne dehors. Mais je savais que ce n'était pas une coïncidence. J'ai essayé d'appeler mes parents, mais je n'ai réussi à joindre aucun des deux. Ma sœur a dormi dans ma chambre cette nuit-là parce qu'elle avait peur. Je ne suis allé me coucher qu'après avoir attendu 1 heure en bas, à l'affût du moindre bruit. Et c'est seulement quand j'étais enfin au lit que j'ai entendu un bruit. Ma sœur l'a entendu aussi, parce qu'on s'est tous les deux redressés en même temps. Nos parents n'étaient pas censés rentrer cette nuit-là. Je suis allé verrouiller la porte de la chambre, puis j'ai appelé le 911. J'ai murmuré au téléphone que j'étais sûr qu'on était victime d'un cambriolage. J'ai dit à ma sœur de rester calme alors qu'elle commençait à pleurer doucement. Les pas se sont approchés de la porte, puis quelqu'un a essayé de tourner la poignée. Il a commencé à frapper à la porte. Et dans une voix grave et en colère, un homme a dit « Je sais que vous êtes là. Je peux vous sentir. » La standardiste du 911 l'a entendu et m'a dit de me cacher dans le placard avec ma sœur. J'ai fait signe à ma sœur de venir. Et elle est venue. On s'est assis là en silence, du mieux qu'on pouvait. Mais l'homme continuait de frapper, encore et encore. Ma sœur a craqué. Elle a crié que la police arrivait et qu'il devait nous laisser tranquilles. Les coups se sont arrêtés. On a entendu l'homme rire. Puis plus rien. Le silence. La chose suivante qu'on a su, c'est que la police était dehors. Et l'opératrice m'a dit d'aller rapidement à la porte d'entrée si la voie était libre pour leur ouvrir. La police a ensuite fouillé la maison de fond en comble, mais tout était en ordre. Le point d'entrée et de sortie, c'était la fenêtre de la chambre de mes parents, par laquelle il était entré en grimpant depuis l'arrière de la maison. Le cri de ma sœur à propos de la police a dû l'effrayer. Les policiers nous ont recommandé de dormir ailleurs cette nuit-là. Alors on est allé chez mon ami Joël. Depuis ce jour, je m'assure toujours que la personne avec qui je parle en ligne est bien celle qu'elle prétend être.